Bienvenue à tous et à toutes, donc dans le, HUG de Auxilio, donc le HubSpot Users Group, French Tech en bon français. Aujourd'hui, on va vous présenter un sujet peut-être un petit peu plus, tourné sur les données que d'habitude. On est bien content de vous avoir, donc on va aborder le comment avoir les données pertinentes, pour les bons utilisateurs et au bon moment dans votre CRM. Évidemment, on va parler du CRM HubSpot principalement, mais il y a des règles qui seront applicables pour d'autres types de CRM. Voilà, donc bienvenue. La présentation est enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas être vu et entendu, n'hésitez pas à couper vos caméras et micros. Un petit mot sur Auxilio. Donc, nous, on est une entreprise partenaire HubSpot. On aide les entreprises plutôt technologiques à mettre en place tout leur processus et l'optimisation de leurs ressources humaines et de leurs outils technologiques, donc ce qu'on appelle le RevOps, à l'intérieur d'HubSpot principalement, puisque nous sommes partenaires HubSpot. Et on fait aussi de l'inbound, on fait aussi du Growth Driven Design and Development, c'est-à-dire qu'on travaille sur des sites web avec le CMS Hub pour un petit peu développer étape par étape l'optimisation de votre site web. Moi, je suis Emmanuelle, donc je suis consultante RevOps et experte HubSpot chez Auxilio depuis maintenant 4 ans. Je laisse la parole à notre CEO. Oui, donc oui, moi je suis le fondateur d'Auxilio et je m'occupe de la partie plus architecture de solutions, développement sur les projets sur lesquels on travaille. Puis aujourd'hui, c'est moi qui va leader la présentation. C'est un sujet qui touche beaucoup l'architecture de données. Donc, si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à poser dans le chat ou il y a un système pour lever la main dans le bas de votre écran. Ça va me faire plaisir de répondre au fil de l'eau plutôt que d'accumuler les questions pour la fin. Puis si jamais c'est quelque chose que je vais aborder dans la slide qui suit, ben, je vais juste vous dire, hey, ça s'en vient. Patience, patience. Donc, qui n'a pas déjà eu ce genre de questions? Peux-tu me faire un export des leads du mois dernier? Ou peux-tu me faire un export des opportunités du trimestre dernier? Ou toute autre variante? Peux-tu me faire un export des clients en date d'aujourd'hui? Moi, ça, c'est le genre de questions qui m'horripile. Qu'en 2024, des équipes qui travaillent dans une même entreprise n'ont pas accès aux mêmes données, même si l'entreprise a décidé de se doter d'un CRM. Pourquoi une entreprise qui a un CRM a besoin de demander à quelqu'un d'y exporter ses clients? CRM, si on se souvient, ça s'appelle Customer Relationship Management. Tu es supposé avoir une liste de tes clients là-dedans, puis pas avoir besoin de demander à 200 personnes pour arriver à une liste de tes clients à jour. Donc, moi, personnellement, j'ai un rêve qui, qui est de qu'un jour, on n'aura plus besoin de poser ces questions-là. Et les technologies sont là, tu sais. Là, souvent, les gens vont dire c'est pas normal qu'en 2024, on est encore obligé de faire des exports de données. C'est pas normal en 2024, mais c'était même pas normal en 2012. Mais les entreprises traînent la patte pour installer des processus internes qui font en sorte que leurs données sont clean en bon français, puis qui puissent être exploitables à tout moment. Donc, aujourd'hui, on va voir les différentes façons d'amener des données externes dans HubSpot pour qu'HubSpot devienne ce qu'on appelle en anglais la single source of truth, donc une source unique de vérité. On va couvrir les différentes façons, puis on va couvrir les avantages et les inconvénients de ces différentes façons-là, puis je vais surtout vous parler de la troisième des façons, qui est peut-être la moins connue et selon moi une des plus intéressantes. Donc, évidemment, on peut amener de la donnée dans le CRM via le App Marketplace de HubSpot que vous connaissez fort probablement, qui nous permet de connecter des outils à HubSpot via une interface simple et agréable. On peut faire des intégrations sur mesure, donc custom coded, comme on dit, qu'on peut faire développer par des développeurs. Et la dernière, c'est la mise en place d'un entrepôt de données et avec un processus ETL ou ELT et reverse ETL, que je vais tout expliquer ce que ça veut dire cette affaire-là un peu plus tard, pour amener des données dans HubSpot.
Donc, le App Marketplace, les avantages, bien évidemment, c'est no code, c'est rapide. Ça permet souvent de venir extensionner notre CRM. On va voir des exemples un peu plus tard de qu'est-ce que ça veut dire. Mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Tu sais, souvent, quand on va connecter un outil, c'est bien beau, on voit le logo de l'outil qu'on veut dans le marketplace, fait qu'on fait ah, il y a une intégration. Mais on se rend compte que c'est pas tous les types d'objets, la synchronisation se fait pas dans les deux directions, on contrôle pas la fréquence à quel moment c'est synchronisé, on contrôle pas le format des champs ou des properties, comme on appelle dans le jargon d'HubSpot. Par exemple, on aimerait ça que ça soit un drop-down, mais c'est un texte. Bref, puis on a aussi pas d'orchestration entre les sources. Donc, quand on vient connecter 12 apps du marketplace, ben là, s'ils n'ont pas toutes la même fréquence, le même format, etc., ben on peut se ramasser avec des problèmes. Donc, pour illustrer un peu les avantages, comme je disais, c'est no code. Donc, souvent, on va avoir une petite interface où on dit hey, je veux connecter HubSpot avec QuickBooks. Je choisis la direction, je choisis mon mapping. C'est super rapide à mettre en place, c'est le fun. Ça, c'est évidemment un avantage. Quand je parlais tantôt que ça permet de extend notre CRM, c'est que souvent, ça va venir modifier l'interface du CRM, puis ça va nous permettre d'utiliser des outils directement dans HubSpot. Par exemple, ici, on a un exemple avec l'intégration avec PandaDoc, que directement dans la fiche d'un contact ou d'un deal, on a une section PandaDoc qui est ajoutée. On fait Create Document. Ça nous ouvre un pop-up dans lequel on interagit avec PandaDoc sans même avoir eu à quitter HubSpot. Ça, c'est le genre de choses qui est super agréable, qui est utile. Donc, ça, c'est un avantage des apps du marketplace. Même chose avec AirCall qui va venir loguer dans la timeline du contact les SMS qu'on envoie. C'est le genre de choses qui amènent la donnée dans HubSpot qui est utile. Sauf qu'il y a aussi des inconvénients, comme je disais, donc pas de contrôle sur le type d'objet ou sur la direction. Donc ici, on a un exemple de l'intégration entre HubSpot et Asana qui sync tous les types d'objets. Ben, en fait, même pas tous les types d'objets, mais les objets d'HubSpot qu'ils sync, qui sont les deals, les emails, puis les owners, ils les sync vers des tâches. Tu n'as pas le choix. Tu peux pas dire, moi, j'aimerais ça que mes deals dans HubSpot deviennent des projets dans Asana ou ce genre de choses. C'est ça, puis c'est unidirectionnel en plus. Donc, c'est quand même ultra limité. Et par exemple, une autre limitation que je citais, c'était sur le type de format. L'intégration Sakari, qui est une intégration assez populaire pour l'envoi de SMS dans HubSpot. Ben, la property du statut du message envoyé reçu, c'est un texte. Donc, ça veut dire que c'est pas un drop-down. Après ça, si je venais faire des listes ou des workflows sur ce statut-là, il faut que je me souvienne exactement du statut puis que je le tape sans faire de typo. Sinon, ben, ma liste ou mon trigger dans mon workflow ou ma branche dans mon workflow ne fonctionnera pas. Fait que c'est un peu ça marche, là, mais c'est un peu limitatif, puis ça peut créer des erreurs. Finalement, un autre inconvénient des app marketplace, c'est que souvent, on va venir compenser par de multiples intégrations ou multiples workflows le fait que l'intégration du marketplace n'est pas correcte. Ce qui fait en sorte que quand on tape Asana dans le marketplace d'HubSpot, on va trouver qu'il y a 3 intégrations Asana parce que plutôt que d'en faire une bonne, ben, il y en a 3, puis là, il peut y avoir des conflits entre ces 3-là. Donc, s'ils s'empiètent un peu en faisant la même type de synchronisation ou des types de synchronisation sur les mêmes champs qui se ressemblent, ben, une peut venir effacer l'autre. Ou même des fois dans un portal HubSpot, ben, on va voir des workflows qui sont mis en place juste pour venir corriger les données d'une intégration qui sont faites, qu'on peut se ramasser des milliers, des centaines de workflows dans un portal HubSpot juste pour venir compenser. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, on a une complexité inutile qui est dure à maintenir, qui est dure à comprendre quand on ajoute des nouvelles personnes dans l'équipe aussi. Donc, ça, c'est un des inconvénients. Fait que le app marketplace, en résumé, ça peut être une bonne alternative si les conditions suivantes sont respectées.
Sinon, ben, souvent, ça va venir justement amener beaucoup de complexité, puis pas nous amener au point où on veut aller en termes d'architecture de données pour que ça soit clean dans notre CRM. Donc, si vous avez très peu de sources externes à connecter, donc vous faites tout dans HubSpot sauf une affaire hyper précis qui est dans un autre outil, puis dans cet outil-là existe sur le marketplace, puis l'intégration proposée est très complète, c'est-à-dire que tous les objets sont là, ça se signe dans les deux directions, vous avez le contrôle de la fréquence, etc. Mais là, ça peut être vraiment une bonne alternative d'aller utiliser l'app qu'il y a dans le marketplace. Mais si vous avez 12 outils externes à HubSpot que vous voulez connecter à HubSpot qui viennent se synchroniser sur les mêmes champs, mais pas à la bonne fréquence, fait qu'un efface l'autre, puis là, on ne sait plus c'est quel qui avait raison, puis etc., etc. Là, ça peut devenir vraiment dur à vivre, tout simplement, cette histoire-là. Ça va jusqu'à présent. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, levez la main. Emmanuel va me faire signe d'arrêter de parler pour répondre à votre question si jamais ça arrive. Donc, fait que là, on avait trois façons d'amener de la donnée dans HubSpot. On avait la marketplace. La deuxième des façons, c'était les intégrations sur mesure. Donc, encore ici, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Au niveau des avantages, bien évidemment, c'est ultra flexible, c'est custom codé, fait que vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Ayez une idée, puis si vous travaillez avec des programmeurs puis des architectes de données qui sont débrouillards, ils vont vous le faire. Donc, ça, c'est un avantage. Le même avantage qu'on a avec le App Marketplace, c'est que ça peut permettre d'extendre votre CRM, c'est-à-dire de venir créer des interfaces directement dans votre CRM pour interagir avec les données sans avoir à quitter le CRM. Puis aussi, ben, l'avantage que ça a au-dessus du Marketplace, c'est évidemment qu'on peut connecter des outils internes et des outils qui ne sont pas disponibles dans le Marketplace. L'inconvénient, ben, c'est souvent long, ça demande l'aide de programmeurs, puis un peu comme pour le App Marketplace, ça peut être difficile d'orchestrer tout ça si on a plusieurs sources de données qu'on va venir connecter à HubSpot, ben là, s'ils ne se synchronisent pas toutes à la même fréquence et tout ça, même si c'est custom codé, si on organise mal ça, ben on a une app qui peut venir défaire le travail d'une autre ou venir entrer en conflit. Tout ça. Ouais, peut-être préciser qu'il y a quand même pas mal de documentation sur, d'ailleurs, c'est le screenshot que tu as mis là, Louis, sur les API. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même savoir un minimum coder. Comme moi, je ne sais pas coder, fait que j'irai là-dedans, je ne saurais pas, mais c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant pour des gens qui s'y connaissent. C'est très ouvert en termes d'information. Exact. Souvent, il y a deux choses qu'il faut qu'ils se croisent là, pour faire une bonne intégration sur mesure, c'est que souvent, on a des très bons programmeurs et qui ne connaissent pas du tout l'écosystème HubSpot, donc les possibilités, puis surtout comment l'utilisateur HubSpot moyen aime consommer son information et travailler dans sa plateforme. Donc, ils vont pousser plein de données, mais pas au bon endroit, pas au bon moment, pas à la bonne personne. Puis à l'inverse aussi, tu as des gens qui connaissent super bien HubSpot, mais qui ne savent pas coder, donc ils ne peuvent pas non plus faire une bonne intégration. Donc, ça prend des gens qui sont assez habiles sur les deux fronts, si on veut, pour faire une intégration qui va mener à un succès. Donc, c'est assez important de travailler avec des gens qui ont cette connaissance-là. Puis, pour juste illustrer les avantages d'intégration sur mesure, évidemment, ceux qui étaient dans App Marketplace, je ne les réillustre pas, là, vous avez compris, mais au niveau de la flexibilité, puis de pouvoir extensionner votre CRM d'une façon qui améliore la productivité des utilisateurs, maintenant, de nos jours, dans HubSpot, on peut venir coder avec React, qui est un des langages front-end les plus populaires au monde. Je pense que c'est le plus populaire au monde en ce moment. On peut venir coder vraiment des interfaces à l'intérieur même d'une fiche dans HubSpot. Ici, on voit une fiche contact, mais ça peut être dans un deal, ça peut être dans un custom object, ça peut être dans une compagnie, peu importe. On peut venir coder un module où
On peut amener des données, interagir avec des bases de données externes, échanger de l'information entre le record du contact et un autre système, puis venir créer une interface pour l'utilisateur pour qu'il puisse faire son travail. Ici, l'exemple qu'on donne, c'est un menu où on peut faire une commande au restaurant, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, où on a vraiment l'impression que ça a été développé par HubSpot parce que c'est vraiment le look and feel de HubSpot, mais ça a été codé pour les besoins X, Y, Z d'un besoin d'affaires d'une entreprise. Donc, si tu avais besoin d'un formulaire de commande de pièces, ou peu importe qu'est-ce que c'est, ou un formulaire de peu importe, the sky is the limit, des exemples, on pourrait en trouver tout plein. On peut le coder directement dans HubSpot, fait que c'est ultra flexible, puis ça permet de vraiment amener les bonnes informations au bon moment au bon utilisateur pour qu'il puisse faire son travail. Donc, en résumé, l'intégration sur mesure, ça peut être une bonne alternative si les conditions suivantes sont respectées. Donc, vous avez des outils internes ou non disponibles dans le marketplace à intégrer avec HubSpot. Puis, vous avez besoin de plus que d'un échange de données. C'est-à-dire, si vous avez juste besoin d'amener des données dans des properties d'HubSpot, ben, développer une intégration custom pour ça, c'est un petit peu overkill, on va dire. Alors que si vous voulez développer une interface comme on voyait dans la slide d'avant, tout ça, ben là, évidemment que, par exemple, je vais dire, OK, je veux un formulaire, que quand je remplis ce formulaire-là, ça va créer une quote dans mon système de quote. Puis qu'après ça, je vais voir dans HubSpot que la quote, elle a changé de statut. Puis une fois que ça va être accepté, ça va générer la facture. Puis là, ça va renvoyer dans HubSpot que la facture a été envoyée avec un preview en PDF de cette facture-là, etc. Puis que la personne peut tout consommer ça, consulter ça directement dans le CRM sans aller voir tous ces outils externes-là. Ça, c'est le cas parfait pour une intégration sur mesure. Mais si je veux juste avoir une date d'envoi de facture dans une property, ben, j'ai pas besoin de développer de quoi de custom. Et ça nous amène à la troisième méthode qui est les entrepôts de données, processus ETL, ELT et reverse ETL pour amener des données dans HubSpot ou dans tout autre outil, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est un processus ETL et ELT? C'est d'amener des données dans un entrepôt de données pour éventuellement faire quelque chose d'autre avec. Donc, si on se concentre sur la première partie du schéma, c'est par exemple, j'utilise en tant qu'entreprise, en tant qu'équipe, une multitude d'outils. Tous ces outils-là ont évidemment une base de données. Certaines de ces données-là se recoupent, certaines non. On veut amener ça tout à la même place pour pouvoir créer un nouveau modèle de données qui inclut les données qu'on a besoin pour éventuellement, grâce au reverse ETL, les pousser ailleurs dans un outil opérationnel qui est dans notre exemple ici HubSpot, parce que c'est l'outil que vous utilisez tous, parce qu'on est dans un HubSpot User Group, mais ça pourrait être de leur pousser vers mon ERP, ça pourrait être de leur pousser vers mon logiciel comptable, ça pourrait être de leur pousser vers n'importe quel logiciel. Donc, c'est vraiment ça, ETL, puis le reverse ETL. Donc, ETL, ce que ça veut dire, c'est Extract, Transform and Load. Donc, j'extracte les données de ces outils-là, je les transforme et je les load dans mon entrepôt de données pour éventuellement en faire quelque chose d'autre. Puis ELT, c'est juste qu'on load avant de transformer. Fait que c'est juste une façon différente, c'est-à-dire je vais extraire mes données, je vais les loader dans mon entrepôt de données et je vais les transformer au sein même de mon entrepôt de données. Donc, c'est juste une façon différente de faire les choses, mais au final, ce qu'on veut, c'est transformer les données des différents outils pour les mettre au format qu'on veut avant de les repousser ailleurs pour faire quelque chose avec. Donc, moi j'ai une question. Donc, il y a vraiment une notion de transformation de données là-dedans. Mais c'est pas forcément juste, comme on le disait tantôt, là, envoyer des données vers quelque chose, que ce soit en unidirectionnel ou bidirectionnel. Là, c'est vraiment qu'il y a une notion de transformation. Oui, exact. Parce que souvent, on va avoir besoin de mâcher les deux. Par exemple, si on dit qu'on crée nos opportunités dans Pipedrive,
Puis, on crée nos factures dans QuickBooks. Donc, une fois que j'ai gagné une opportunité dans Pipedrive, je vais avoir une date à laquelle j'ai fermé cette opportunité-là. Je vais avoir, après ça, il y a quelqu'un qui va aller dans QuickBooks créer une facture. Donc là, je vais avoir une autre pièce d'information qui est là. Puis supposons que dans HubSpot, ce que je veux, c'est avoir toutes mes opportunités. Puis sur chacune de ces opportunités-là, avoir la date que la facture a été envoyée. Ben là, j'ai besoin d'amener Pipedrive puis QuickBooks ici, puis de me créer un tableau qui est date de l'opportunité gagnée et date de la facture. Puis à chaque fois que j'ai une opportunité gagnée, ben, je viens créer une opportunité dans HubSpot avec une facture, une date de facturation. Bon, c'est super simple ce que je viens de faire, mais quand on veut, par exemple, mixer, si on veut, les données qui viennent merger des données de 12 outils, puis que dans chacun de ces outils-là, j'ai 8 champs qui m'intéressent, puis que là, le format de date n'est pas le même dans chacun de ces outils-là, puis que je veux les ramener sur une base commune, ben là, ça devient évidemment plus complexe, mais c'est ça qui vient créer de la valeur parce qu'à la fin, on vient ramener tout ça sur une même base dans HubSpot, puis ça peut être utilisé dans HubSpot. Parfait. Il y a Gabriel qui dit faire parler le même langage à plusieurs outils en centralisant le data de ce que je comprends. Exactement, exactement. Puis souvent, l'entrepôt de données est comme un mal nécessaire, je vais dire, parce que souvent, on essaie ça de faire au sein même de notre CRM, mais ça vient créer une couche. Souvent, on a une espèce de couche intermédiaire où si j'amène toutes ces données-là dans mon CRM, mais là, ils sont comme pas nécessairement au bon format, pas au bon, tu sais, ou souvent j'ai besoin de créer des champs un peu intermédiaires pour pouvoir arriver au champ que je veux vraiment. Fait que là, je vais aller créer 12 properties dans HubSpot juste pour pouvoir créer la 13e qui m'intéresse parce que je sais, je veux croiser ces données-là, puis là, je vais faire ça avec des workflows là, ou des calculation properties dans HubSpot. Mais au final, celle qui intéresse vraiment mon utilisateur, mettons que c'est ma 13e property, ben les 12 autres là, que j'ai créés, là, c'est juste comme du bruit là, dans mon CRM. Les gens vont, quand ils vont arriver pour faire une liste, ils vont dire ah, c'est quoi ça, ils vont la sélectionner, ils vont se mêler, ou peu importe, un rapport, un workflow. Tandis que si j'amène juste le champ qu'ils ont vraiment besoin, ben je viens de diminuer la complexité de mon CRM et cette couche-là de manipulation de données, c'est fait dans mon entrepôt de données. Puis les data engineers, data scientists, data whatever, comment vous voulez appeler ces gens-là qui s'occupent de ça, ben eux, ils gèrent cette complexité-là parce que c'est leur travail. Mais l'utilisateur CRM, lui, il voit pas que ça existe, puis c'est bien correct parce qu'il y a bien d'autres choses à faire. Donc, c'est un peu l'idée derrière. Est-ce que ça répond aux questions? Oui, pour moi en tout cas, oui. Je pense que Gabriel aussi. Good, cool. Donc, les avantages, les inconvénients de cette méthode, ben c'est que ça a toujours existé, évidemment. Pas avant l'ordinateur, mais bref. Ça fait longtemps que ça existe, le TLELT, mais c'est de plus en plus no-code ou low-code d'en faire. Donc, c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus rapide. Puis ça l'offre une très grande flexibilité parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va répliquer la base de données complète des outils qu'on utilise dans notre entrepôt de données. Fait qu'au niveau des types d'objets, ben là, on n'est pas limité, on les a toutes. Après ça, au niveau de la direction, ben comme on a vu, on prend des données de n'importe quel outil qu'on veut, puis après ça, on peut le repousser vers n'importe quel outil qu'on veut. Donc, c'est bidirectionnel. Et ensuite, au niveau du mapping, ben, on a la pleine flexibilité. Au niveau du format, on a la pleine flexibilité. Au niveau de la fréquence, on a la pleine flexibilité. Puis en plus, ça permet une orchestration entre les sources. Donc, c'est-à-dire que si j'ai besoin de manipuler les données de 2 outils avant de manipuler les données d'un autre outil, avant de pousser ça dans mon CRM,
ben, je peux justement là, orchestrer pour que les choses arrivent dans le bon ordre. Ensuite, au niveau des inconvénients, ben, c'est que ça ne permet pas de extend votre CRM. On ne viendra pas développer dans HubSpot des modules là, sur mesure, comme on a vu un peu plus tôt, avec ce qui était possible de faire avec l'intégration sur mesure. Parce que les champs, on va les pousser dans des properties. On ne vient pas créer de nouvelles façons d'interagir entre les outils. On va juste créer les données qu'on veut puis les pousser sur les bons objets dans les bonnes properties avec les bonnes associations. Et moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Donc, en fait, il faudrait faire la différence entre est-ce qu'on veut rajouter quelque chose dans le CRM, donc on extend une carte supplémentaire, versus on veut juste pousser des données qui vont être transformées et envoyées dans des properties ou n'importe où. Fait que si on veut extend ETL, reverse ETL, c'est pas forcément la bonne chose là. Non, exact. Ça le permet pas de le faire. Il faut vouloir pousser des carrés dans des carrés qui existent déjà, alors que l'intégration sur mesure nous permet d'aller créer des cercles puis des triangles. Puis on pourrait vouloir faire les deux, c'est-à-dire qu'on fait une extension de CRM et ensuite on envoie de la donnée qui est transformée. Ouais, c'est ça, ça dépend vraiment du besoin. Si mon but, c'est de faire des rapports ou des workflows sur par exemple, à gauche, là, dans la sidebar de gauche de HubSpot, on peut venir mettre les properties qu'on veut là, sur un record. Ben ça, c'est reverse ETL. Tandis que si je veux créer un formulaire de création de quote qui va être connecté à mon outil interne de quote qu'on a développé en DOS en 1988, là, ça va être une extension card dans une intégration sur mesure. Donc, évidemment aussi, quand je l'ai mis dans les inconvénients, c'est que ça demande quand même une bonne connaissance dans l'architecture de données, base de données SQL, de ce genre de choses-là, pour pas venir faire un peu le bordel là, dans notre CRM. Donc, juste pour illustrer là, les avantages que je viens de dire, comme je disais, il y a de plus en plus de no-code, low-code, c'est de plus en plus rapide parce qu'il y a une démocratisation des outils d'ETL, ELT, Reverse ETL. Un petit screenshot ici de la plateforme G2 qui permet de magasiner, si on veut, des solutions. On voit qu'il est rendu avec plein de joueurs pour faire ce genre de processus-là. Alors que avant, ben, comme je disais, ça a toujours existé, entre guillemets. Parce qu'avant, il fallait que tu codes toi-même 100% des intégrations que tu voulais amener dans ton entrepôt de données. Puis après ça, il fallait que tu codes tes intégrations pour faire l'ETL inversé, pour repousser ça vers l'outil que tu voulais. Alors qu'aujourd'hui, avec des solutions comme à partir de maintenant, je vais vous montrer des screenshots d'une solution que nous, on utilise, qu'on aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Weld. Mais il y en a plein d'autres, comme je viens de vous montrer, là, mais Weld est bien positionné sur le marché et très intéressant. Donc, on se connecte à notre plateforme Weld, qui est une plateforme d'ETL et de Reverse ETL. On choisit nos connecteurs. On n'a pas besoin de custom coder des processus pour amener nos données dans notre entrepôt de données. Ça se fait en quelques clics là, par du paramétrage. Donc, c'est de plus en plus démocratisé, comme je disais, de plus en plus no-code, low-code. Puis ensuite, au niveau de la flexibilité des objets, ben, comme je disais, ça réplique notre base de données de notre outil dans HubSpot. Donc, les objets ils sont tous là, même les custom objects dans le cas de HubSpot. Donc, on n'a pas la limitation que je vous montrais un peu plus tôt avec Asana, que c'était juste quelques objets, puis on n'a aucun contrôle pour en amener d'autres. Ensuite, au niveau du mapping, ben, on décide vraiment de quel type de champ on veut envoyer vers quel type de champ. Fait qu'on sélectionne tout ça pour dire, ah bon, ben moi j'ai un champ qui s'appelle Company Name dans ma base dans mon entrepôt de données que je veux aller pousser sur un champ qui s'appelle Company Name dans HubSpot. Donc, on vient faire notre mapping. Puis, on décide aussi du format là, des champs. Donc, c'est un champ date, c'est un champ texte, etc., etc. Et on a aussi une flexibilité sur la direction, comme je disais. Donc,
On peut, vous voyez ici, là, dans ce modèle-là, on va revenir un peu plus tard sur qu'est-ce que ce modèle-là signifie, mais on voit très bien que j'ai de la donnée qui vient de QuickBooks, de HubSpot, de Google Sheet, et que je manipule et que je réenvoie vers HubSpot. Donc, on peut même faire un peu intégrer HubSpot avec HubSpot, si on veut. Donc, c'est de tout bord, tout côté. Et sur la fréquence, ben, on peut l'avoir à tous les jours, comme on peut l'avoir à toutes les 5 minutes. Donc, c'est super flexible à ce niveau-là aussi. Et au niveau de l'orchestration, ben, on peut venir, comme je disais un peu plus tôt, séquencer les manipulations de données pour qu'ils arrivent dans le bon ordre. Puis on a un tableau de bord là, pour dire, ah ben, s'il y a quelque chose qui fail dans plein milieu, ben ça a un impact sur tout le reste. Donc on peut venir contrôler tout ça. Ça, c'est complètement no-code, oui. C'est low code, on va dire. OK. Je vais vous montrer un peu plus tard là, de quoi ça a l'air quand on veut vraiment venir créer un modèle de données. Mais il y a des outils no-code. Moi, j'aime beaucoup Weld parce qu'il est low-code, justement. Comme ça, si tu veux manipuler le code, tu peux aussi. Alors que souvent, les outils qui sont totalement no-code, quand tu es bloqué, ben, tu es bloqué pour vrai. Donc, je trouve que c'est un bon entre-deux. Je vais vous montrer un peu plus tard de quoi ça a l'air. Okay. Donc, bon, là, je vous ennuie un peu avec ma théorie. Fait qu'est-ce que ça nous permet de faire concrètement dans HubSpot, tout ça? Ben, c'est que on va faire un cas concret, donc un cas concret qu'on a fait nous-mêmes chez Auxilio pour notre propre CRM. Donc, avoir les données de facturation dans HubSpot qui nous permet de répondre à une multitude de questions comme qui sont nos clients actifs, qui sont les clients les plus payants, les moins payants, c'est qui les mauvais payeurs, c'est quoi la valeur à vie d'un client, c'est quoi la date de dernière facture du client X, etc., etc., etc. Donc, nous, chez Auxilio, on utilise QuickBooks pour la facturation. HubSpot, c'est notre CRM. Mais on a aussi, par le passé, utilisé 2 logiciels de facturation. Il y a eu Wave à une certaine époque et il y a eu FreshBooks aussi à une certaine autre époque. Et quand on a cancellé ces outils-là, on a eu la merveilleuse idée d'exporter toutes les données qu'il y avait dans ces outils-là. Et on les a mis dans un Google Sheet. Donc, on a 2 Google Sheets, un pour Wave, un pour FreshBooks. On a notre CRM, puis on a QuickBooks, qu'on envoie dans notre entrepôt de données qui est sur BigQuery. Donc, pour chacune de ces choses-là, on crée une table. Une table, c'est un tableau de données, si on veut, dans notre entrepôt de données. Et on manipule ça pour faire un modèle de données qu'on a appelé Billables, qu'on repousse vers HubSpot. Donc, c'est à peu près ça. Puis, dans le détail, comment ça se fait, c'est qu'est-ce que je veux venir créer, en fait, c'est mon modèle, là, mon Billables, c'est je viens créer un tableau qui a ces champs-là dedans. Fait que company name, l'objet, le ID HubSpot, last invoice date, total invoiced amount in QuickBooks, total amount in Wave, total amount in FreshBooks, et un total invoice amount tout court, qui est la somme des trois. Puis amount past due, donc comment les gens, pour ceux qui sont en retard de paiement. Donc, on vient créer ce tableau-là, ce modèle-là de données. Et comment qu'on fait ça, créer ce modèle-là de données, pour répondre à la question de Emmanuel, c'est avec du low code. Donc, dans Weld, ce que j'aime énormément, c'est qu'il faut faire nos requêtes en SQL. C'est 100% SQL, donc c'est 100% codé. Sauf qu'on a un petit ami qui s'appelle Ed, qui est un chat GPT sur les stéroïdes, expert du SQL, qui a accès au contexte de tout votre entrepôt de données. Donc, vous n'avez pas besoin d'y expliquer en long et en large tout ce que vous avez besoin de faire. Et donc, quand vous êtes bloqué dans SQL pour faire votre requête, vous lui posez une petite question, puis il répond, puis vous pouvez bâtir des requêtes. Puis honnêtement, même si vous n'avez jamais fait de SQL de votre vie, si vous vous connaissez bien en data structure, je veux dire, là, vous savez qu'est-ce que vous voulez arriver, ça va super bien. Vous allez arriver à vos fins. Il y a d'autres outils qui ne sont pas Weld, qui vont être plus avec des drag and drop, puis des drop down, puis c'est vraiment no code, mais comme je disais,
quand tu es bloqué parce que tu n'as pas accès à ce qui est en dessous du HUD, tandis que là, tu as accès au, à l'éditeur de code SQL directement et tu peux venir créer les requêtes pour venir mâcher ensemble toutes tes données dans le but de venir créer le modèle de données qu'on veut avoir ici. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a des questions là-dessus? Non, mais admettons, moi qui code pas du tout, je pourrais le faire? C'est-à-dire parce que tu dis on peut aller dans le code, puis il y a un assistant qui t'aide à le faire, mais tu sais, genre, est-ce que je pourrais quand même le faire ou faut quand même. Mais mettons, ce que tu peux dire une fois que tu as connecté tes sources, ce que tu peux dire à Ed, c'est je veux créer un modèle de données dans lequel je vais avoir tous ces champs-là. Puis si tu lui dis je veux que tel champ, ça soit un timestamp, puis tel champ, ça soit un string, tout ça. Comme je dis, il faut que tu aies une connaissance de data structure. Là. Tu sais, je veux que tel champ, ça soit une énumération, puis tel champ, ça soit je sais pas, là, un chiffre, bon, etc. Puis je veux que puis là tu y parles là, plain English, là, évidemment c'est en anglais, c'est pas en français encore, mais tu y dis, puis je veux que bon ben amount past due là, c'est toutes les fait la différence entre tous les paiements qu'on a reçus pour un client versus les paiements qu'on y a facturés. Puis s'il est dans le négatif, ben t'envoies ça dans la colonne amount past due. Tu y parles en plain English, puis il va te pondre le SQL. OK. OK. Puis après ça, ben, tu peux voir le SQL, puis s'il y a quelque chose qui marche pas, ben, tu peux un peu challenger son SQL si tu t'y connais en SQL. Mais je vais te dire que 99% du temps, tu n'as pas besoin de retoucher au code si tu as bien formulé ta demande. OK. Puis pour ça, ben, ça demande évidemment de bien connaître tes données dans chacun de tes outils, puis bien connaître ce à quoi tu veux arriver. Fait que quand les gens disent que l'intelligence artificielle va remplacer les programmeurs, c'est vrai puis c'est pas vrai. Ça va remplacer le besoin de programmer, mais tu vas toujours avoir besoin de comprendre ce que tu es en train d'essayer de faire. C'est ça que l'intelligence artificielle ne remplacera pas de sitôt, je pense. OK, merci. Puis une fois qu'on a créé le modèle, qui est HubSpot Billables, là, qui est un tableau avec toutes ces données-là pour les clients. Puis là, on le voit ici, là, donc Object ID, Total Invoice Amount in QuickBooks, on a une colonne, Last Invoice Date, on a une colonne. Évidemment, j'ai pas mis tout le screenshot, mais on a ce modèle-là ici dans Weld, puis on a une ligne pour chacune des compagnies qui sont clientes. Et une fois qu'on a ça, ben là, on peut dire hey, pousse-les vers HubSpot avec ce mapping-là. Donc, je viens créer mes properties dans HubSpot, pareil comme je crée des properties toujours. Là. Et là, je dis OK, total invoice amount de mon modèle HubSpot Billables, pousse ça vers une property HubSpot que je viens de créer qui s'appelle All-Time Total Amount Invoice. Et ainsi de suite pour chacun des champs que j'ai créés dans mon modèle. Et après ça, je vais lui dire 5 mois ça une fois par jour ou à toutes les 15 minutes ou bon, à la fréquence que je veux. Et ce que ça permet de faire au final, ben, c'est que là, par exemple, je vais dans un client dans HubSpot, je peux créer une section dans la fiche de ce client-là avec la last invoice date, le montant total qu'on y aura facturé, le montant total facturé dans les 365 derniers jours, comment qu'il nous doit. Bon, je peux après ça venir créer des catégories. Par exemple, Lifetime Value Category, c'est un client qui est high value. C'est-tu un bon payeur? Non, parce que bon, il nous doit 12 000. Donc, je mets un statut à defaulter, fait qu'on peut venir créer à peu près ce qu'on veut une fois qu'on a les données. Puis, après ça, on peut venir créer des rapports. Donc, les clients qui nous doivent de l'argent, donc client A, B, C, D, avec le montant qu'ils nous doivent. Et après ça, on peut venir créer des workflows. Par exemple, ici, si je détermine règle d'affaires, on se dit que tout client qu'on n'a pas facturé depuis plus de 90 jours, qui sont des Lifecycle Stage Customers, donc qui sont des clients, mais mêlés au Lifecycle Stage Former Customer, ce qui permet d'avoir une liste de clients actifs parce que ça devient super facile de dire qui sont mes clients parce que une fois que j'ai ça, ben, je peux dire
je sais pas, lifecycle stage égale customer, c'est mes clients. Donc, cette liste-là est super facile à faire plutôt que d'avoir à faire 56 exclusions puis 3 exports de 3 systèmes différents pour venir créer une liste de mes clients. Et là, sky is the limit. C'est un petit exemple que je vous ai montré, mais j'espère que vous comprenez qu'on peut aller chercher n'importe quelle donnée à peu près n'importe où, faire à peu près n'importe quoi avec, puis le repousser vers HubSpot ou n'importe quel autre outil dans le but de ne plus avoir à exporter les données et surtout ne plus avoir à se faire achaler par un collègue pour qu'on lui exporte des données ou ne plus avoir à achaler un collègue pour qu'il nous exporte des données. Parce que chaque fois que vous exportez des données dans Excel ou importez des données dans Excel, c'est une perte de temps parce que ça peut être fort probablement automatisé d'une certaine façon pour que ces données-là soient toujours disponibles à un temps T pour n'importe quel individu qui en a vraiment besoin. Si on prend la peine de mapper le process puis modéliser les données. Puis que ce soit avec une ou l'autre des méthodes que j'ai vues aujourd'hui. Évidemment, je pense que celle qui était la moins connue, c'est celle de l'ETL puis de l'ETL inversé. Mais si les autres méthodes qui sont l'intégration sur mesure ou l'app marketplace s'appliquent, ben, utilisons-les parce qu'elles sont tout aussi valides. Oui, il y a Daniel qui dit ça peut exporter les données. Je pense que tu parles de ça, Daniel. Ça peut aussi créer des sources d'erreurs. Et oui, effectivement, ça crée des discordances entre ce que vous exportez, ce que vous remportez d'un côté, le temps qui passe, puis ensuite le temps de réimporter. Ben oui. Juste, quand vous exportez vos données, 3 secondes après que vous ayez fait votre export, cette donnée-là est plus à jour. Il y a quelqu'un dans l'outil dans lequel vous avez exporté, duquel vous avez exporté ces données-là. Il y a quelqu'un qui a créé un nouveau contact ou un nouveau lead ou un nouveau deal ou une nouvelle facture ou peu importe ce que c'est. Puis où il a changé le montant d'un deal existant ou peu importe. Là. Puis cette donnée-là est plus à jour. Fait que si on dit OK, voici un Excel de nos leads de cette semaine, ben il y en a peut-être 3 qui se sont créés entre le temps où vous l'avez exporté puis le temps où la personne avec qui vous faites ce rapport-là dans Excel va consulter ce rapport-là. Alors que si les données sont toutes à la même place, on peut faire un rapport dans HubSpot, par exemple, qui va toujours être à jour. Puis, ça permet aussi, là, je voulais juste ouvrir vos horizons aussi par rapport à ça, c'est que ça permet d'aller beaucoup plus loin qu'HubSpot, tout ça, j'en ai parlé un peu, mais avoir un entrepôt de données, oui, ça permet le reverse ETL vers HubSpot qu'on a vu aujourd'hui, mais ça permet le reverse ETL vers plein d'autres outils. Là, j'ai mis Intercom et Klaviyo pour vous donner des exemples, mais bref, ça pourrait être n'importe quel outil opérationnel que vous avez besoin. Mais c'est ça aussi qui permet d'aller faire du BI, donc aller faire des rapports dans Power BI ou dans Looker ou dans Tableau, là, peu importe c'est quoi l'outil de BI que vous préférez. Puis c'est ça qui permet aussi, là, ça a l'air bien rocket science, parce que ces temps-ci, on parle d'intelligence artificielle beaucoup, là, mais ça, là, c'est la base pour aller faire du AI puis du machine learning avec des outils comme Python, TensorFlow, scikit-learn, ce genre de choses-là. Si vous n'avez pas d'entrepôt de données ou si vous n'avez pas une place clean où il y a vos données, ça peut être autre chose qu'un entrepôt de données, mais on n'entrera pas là-dedans. Mais bref, c'est souvent une bonne base d'avoir un entrepôt de données si on veut aller faire des projets avec nos données, peu importe quels qu'ils sont. Donc, c'est ça. Puis, je voulais finir par une petite offre. Évidemment, si vous voulez faire un projet pilote, 14 jours dans Well, faire la mise en place d'un entrepôt de données dans Google BigQuery où on pourrait connecter 2 sources, par exemple HubSpot et une autre. Pourrait être 2 autres, mais comme vous êtes tous des utilisateurs HubSpot, j'imagine que ça va être probablement HubSpot. Création d'un modèle, j'ai dit tableau, mais d'un modèle de 3 champs, puis synchronisation vers une destination qui peut être HubSpot ou une autre. On vous offre ça à un prix largement compétitif là, pour faire cette mise en place-là, puis pour vous aider à voir jusqu'où tout ça pourrait mener. Là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Est-ce qu'il y a des questions?
Alors, il y a eu pas mal d'affirmations dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui n'ont pas été posées. Moi, j'en ai une peut-être, histoire de laisser le temps aux gens de réfléchir s'ils veulent en poser. On s'entend qu'en 2024, quand tu as un HubSpot ou n'importe quel autre CRM, avoir un entrepôt de données pour faire transiter ta donnée qui vient d'autres plateformes, parce que tu ne travailles pas qu'avec ton CRM, généralement, c'est comme un peu indispensable. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est indispensable. Comme un CRM est indispensable, là, je sais que j'ai pas à convaincre les gens ici qu'un CRM, c'est indispensable parce qu'on est dans un HubSpot User Group, puis vous avez tous un CRM, puis vous êtes tous assez actifs dans vos CRM. Mais il y a encore des gens qui se demandent, tu sais, je vois ça sur LinkedIn, sur Facebook, dans des groupes d'entrepreneurs. Ah ouais, là, on est rendu 12 employés, ça va bien nos affaires. On se demande si on devrait avoir un CRM. Nanana. Puis là, moi, ma réponse, c'est toujours, ben, as-tu des clients? Si tu es une entreprise qui a des clients, tu as besoin d'un logiciel pour gérer tes clients ou les gens que tu aimerais qui deviennent des clients. Donc, tu sais, Customer Relationship Management. Donc, si tu as des clients, tu as besoin d'un CRM. Donc, si j'applique cette même logique-là aux données, est-ce que je devrais avoir un entrepôt de données? Ben, si tu as des données, tu devrais avoir un entrepôt de données selon moi. Parce que ça devient extrêmement dur à gérer tout ça quand on n'en a pas. Évidemment, comme je disais tantôt, si je fais 100% de ma business dans HubSpot, parce qu'on est super bien intégré dans HubSpot et que j'utilise juste un autre outil qui n'est pas HubSpot pour faire une affaire X, Y, Z dans mon processus de vente, marketing, service à la clientèle, et que là, l'app du marketplace pour faire ça est super approfondie, on va dire, là, avec tous les objets, tous les sens de synchronisation de données, etc., etc. Ben là, peut-être que j'ai pas besoin d'entrepôt de données parce que mon entrepôt de données, à ce moment-là, c'est un peu HubSpot parce que 100% des données que j'ai sont déjà dans HubSpot. T'sais. Mais aussitôt que j'en ai un peu à gauche, à droite, là, ça devient assez primordial là, de faire un entrepôt de données. Surtout que même si HubSpot, si je fais beaucoup de Facebook Ads, LinkedIn Ads, ce genre de choses-là, même s'il y a une intégration avec HubSpot, j'ai pas 100% des données de mes ads dans HubSpot. La plupart des données résident encore dans mes logiciels de pub. Donc là, à ce moment-là, ça peut être cool de justement avoir un entrepôt de données pour aller plus loin avec ces données-là. Fait que, comme je disais tantôt, les intégrations, c'est beau, mais souvent, ça amène juste comme la pointe de l'iceberg dans HubSpot. Puis des fois, la pointe de l'iceberg, elle a subi les changements climatiques, puis elle n'est pas bien grosse. Là. Fait que, c'est un peu ça ma réponse à ta question. Je sais pas si ça répond bien. Ouais, merci. Ah non, mais on s'entend de toute manière, mais sans parler forcément que des Facebook Ads ou peu importe, là, ton CRM, ça te sert à gérer ta relation client, mais tu as aussi tout ce qui gravite autour. Donc, admettons que tu as un logiciel de facturation qui envoie dans ton ERP de comptabilité, bah ça, tu vas vouloir à un moment donné certainement faire transiter de l'information et la transformer. Je pense qu'à peu près tout le monde autour de cette table a un logiciel de comptabilité. Donc c'est ça. Je pense que partant de ce principe, avoir un data warehouse, ça requiert quand même, c'est requis, quoi. Exact, exact. Oui, Monsieur Guimont. Oui, moi, ça m'amène à me questionner sur les propositions de valeur de plusieurs logiciels. Là, beaucoup de CRM qui disent on est maintenant aussi un ERP, beaucoup d'ERP qui disent on a un CRM. Est-ce que vous recommanderiez à ce moment-là de garder les outils qui tendent à s'étendre dans ce qui sont meilleurs, puis de favoriser ce type de solution-là à ce moment-là? Ouais, ben oui et non, là, parce qu'il y a des logiciels qui sont justement là, qui s'étendent un peu, puis il y en a qui le font bien, puis il y en a qui le font mal. C'est un peu ça le problème. C'est comme HubSpot, c'est un outil de marketing à la base. Ouais. Puis ils sont devenus un outil de vente, puis ils l'ont bien fait. Ouais. Mais il y a plein d'outils qui essayent de faire cette transition-là que ça le fait pas. Là. Ouais. Fait que il y a ça qui rentre dans l'équation, évidemment, mais
Ouais, je pense que les quand on dit les best of breed, là, de dire en fait, deux logiques, je pense. Nous autres, on a aidé énormément d'entreprises, puis on aide encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui à tout centraliser dans HubSpot. Puis là, Ouais. c'était des entreprises que justement, il y avait 3-4 logiciels pour faire le helpdesk, puis le CRM, tout ça. Puis on a tout ramené ça dans HubSpot. Puis c'est bien. Sauf qu'il y a encore des outils externes à HubSpot parce qu'il y a encore des affaires qu'HubSpot ne fait pas ou commence à peine à faire, donc c'est pas bien bon. Fait que ça va toujours comme être une nécessité de venir connecter des outils ensemble, puis là, ça devient bon d'avoir l'entrepôt de données. Puis, ben, il y a des entreprises qui sont juste dans une logique inverse, qui sont, eux, nous, on utilise best of breed. Mettons, Zendesk, c'est le best of breed pour faire du service à la clientèle depuis au-dessus de 15 ans, on utilise ça. Salesforce, c'est le best of breed pour faire le sales depuis au-dessus de 25 ans aujourd'hui. Fait que nous, on utilise ça. Puis là, si tu as cette mentalité-là, ben évidemment, là, tu n'as pas le choix d'avoir un entrepôt de données parce que tu es éparpillé all over the place. Puis ça devient comme une obligation. Mais il y a vraiment les deux logiques d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire des outils, on en veut le moins possible. Mais même quand on en veut le moins possible, puis moi, je favorise beaucoup ça, là, des outils, je pense qu'on devrait en avoir le moins possible. Mais même quand on en a le moins possible, quand on est une entreprise de moindrement un peu grande, un peu complexe, on va en avoir une coupe pareille. Là, on s'en sauvera pas. Là, nous, chez Oxio, on est une TPE, là, on est une très petite entreprise, puis on a là, plein des outils. Fait que puis il y a aussi, il y a des fois aussi que c'est juste impossible. Là, par exemple, tu as une entreprise de plusieurs centaines d'employés qui utilise, je sais pas moi, Sage pour faire sa comptabilité depuis 22 ans. OK, là, c'est bien le fun que Commerce Hub, ça existe à cette heure, puis qu'on peut faire des factures dans HubSpot, là, mais c'est pas demain matin qu'on va tout transitionner ça dans HubSpot. Là. Fait que le pont, le chemin de le dire, hey, on va l'intégrer à la place, fait beaucoup plus de sens parce que ça a quasiment pas d'allure comme projet de dire qu'on va migrer out de legacy. Là, moi, ça m'ouvre une autre vision là, de votre présentation. Pour moi, c'est quasiment, je réalise que c'est quasiment un sujet en part. Le logiciel, c'est comme pour opérer ta donnée, mais le centre de données, c'est quasiment un autre sujet en soi en disant, je trouve que c'est comme quasiment un remède à dire, on choisit une plateforme, puis dans 5 ans, on sait qu'il va falloir changer parce qu'on va être ailleurs dans nos besoins, puis tout ça, mais c'est comme une assurance. Ouais, c'est ça. Oui, comme nous, on a changé 2 fois de logiciel comptable, mais on n'a pas perdu les données. Puis à cause qu'on a fait ça, ben, on est quand même capable d'utiliser ces données-là puis d'avoir une leur juste. Fait oui, effectivement. Bon point. Mais c'est sûr, le moins d'outils possible, puis changer le moins souvent, ça reste le mot d'ordre, mais ça devient une façon de faire marcher les choses si jamais vous avez besoin d'avoir plusieurs outils, puis que vous changez vous avez à changer d'outil at some point. Oui, effectivement. Je vois qu'on est sur la fin. Peut-être prendre la toute dernière question que Dario nous pose dans le chat, donc qui nous dit « Je suis habitué à utiliser Looker Studio sur des extractions Excel de notre outil interne. Si je crée un data warehouse avec le feed de HubSpot, comment il est visualisé dans Looker Studio? Est-ce que chaque objet est une table ?» Oui. Donc, ce que je comprends, c'est Dario, tu extrais HubSpot dans Excel et tu mets Excel dans Looker Studio. Oui, mais oui, si tu avais un data warehouse, chaque objet est une table, grosso modo. Évidemment, là, il y a un plus grand niveau de granularité, je te dirais. Là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, là, mais souvent, un deal dans HubSpot, on pense que c'est une table dans la base de données d'HubSpot. Mais le deal object, c'est plusieurs tables dans la base de données d'HubSpot parce que tu as deal qui contient des informations de base de deal. Mais après ça, tu as une autre table qui s'appelle deal properties, qui est de l'information plus granulaire sur ton deal. Bref, c'est des détails. Là. Donc, pour chaque objet, tu as plusieurs tables. Mais oui, tu as comme 100% des données de la base de données d'HubSpot dans ton entrepôt de données.
Pardon, si je veux faire une expression, si je veux prendre des données d'HubSpot, ça fonctionne de la même façon de faire un report sur HubSpot. Ça veut dire que j'ai les différentes colonnes de chacun des objets et je peux sélectionner la colonne que je veux, ou il y a un format différent. C'est juste que je n'arrive pas à comprendre la différence si je fais un report sur HubSpot ou si j'envoie les données d'HubSpot sur un Data Warehouse et je prends les données à travers Looker Studio. Dans ce cas-ci, c'est sûr que si on veut reporter sur de la donnée HubSpot, puis qu'on a juste de la donnée HubSpot, on est aussi bien de faire un rapport dans HubSpot. Parce qu'il n'y a pas vraiment de valeur à aller mettre ça dans un data warehouse pour aller faire dans Looker Studio exactement la même chose qu'on aurait fait dans HubSpot. Par exemple, si on veut manipuler la donnée d'HubSpot pour la merger avec d'autres données en dehors d'HubSpot pour obtenir une nouvelle donnée, là, il y a une valeur pour aller, pour l'extraire, pour la transformer dans notre entrepôt de données, pour après ça la pousser dans Looker Studio pour venir faire autre chose. Mais oui, si on voudrait, par exemple, faire un rapport qui contient juste de la donnée HubSpot dans Looker Studio, c'est faisable. Et les champs ont le même nom. Les internal names qu'on a dans HubSpot, là, par exemple, si on dit que notre property s'appelle last underscore invoice underscore date, on la nomme comme ça dans HubSpot. Elle va se nommer comme ça dans notre entrepôt de données, puis on va être capable d'aller la chercher dans Looker Studio. D'accord. Est-ce que ça répond à la question? Oui, très bien, merci. Parfait, ça fait plaisir. Super. Bon, je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous ont quittés, on a un petit peu dépassé. On va peut-être conclure. Merci Dario et merci aux autres qui sont déjà partis, mais en tout cas... Oui, merci beaucoup de nous avoir rejoints. À l'écran en ce moment, vous voyez le lien pour rejoindre le French Tech Speaking Hub, qui est notre événement. On en fait de temps en temps. Aujourd'hui, le sujet était évidemment sur les données, mais il y a toutes autres sortes de sujets qui tournent autour d'HubSpot. Donc, n'hésitez pas à aller joindre ce lien-là. On va vous l'envoyer par courriel. On va aussi vous envoyer l'enregistrement. Merci. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée. Au revoir. Bye.